voulais pas être trop long, mais ce qui conduit à ce qui est tout de même à mes yeux le chapitre le plus intéressant, c'est-à-dire le dernier, ce chapitre sur le canon et l'archive. Alors là, on touche à la question que vous disiez, que vous évoquiez, celle du big data. Hein. Qu'est-ce qu'il en est du rapport du canon et de l'archive? L'archive étant idéalement tous les romans publiés entre telle date et telle date, faire une analyse de big data à partir de ce corpus linguistique. Alors vous montrez bien qu'on en est très très loin. Et je ne me rendais pas compte, avant de lire ces pages, qu'on en était si loin. On est assez fiers d'où on est avec la numérisation de la littérature. Et j'insiste, je dois le dire, en français, on n'a pas à se plaindre. Hein. Je suis un grand fanatique de Gallica, hein, le site de la Bibliothèque nationale. Je préside le conseil scientifique de la Bibliothèque nationale, donc je ne manque jamais une occasion de faire l'éloge de Gallica. Sur Gallica, on a beaucoup. On a beaucoup, et on a beaucoup maintenant en mode texte. Hein. Dans le passé, c'était seulement en mode image, donc on ne pouvait pas en faire grand-chose. On a sur Gallica beaucoup en mode texte, et j'insiste sur le fait que Gallica est toujours pour le moment gratuit. Hein, ce qui n'est pas le cas des bases de données en langue anglaise. Hein. Nous n'oublions pas que l'État français est très généreux dans sa politique numérique. Il n'y a pas d'autre langue aujourd'hui dans laquelle on ait accès à un corpus numérique gratuit aussi copieux. Essayez d'aller travailler sur les revues en anglais du 19e siècle, elles ne sont pas accessibles. Vous avez pour le 19e siècle, disons, la plupart des grands journaux, et même maintenant un certain nombre de petits journaux qui sont numérisés, sur lesquels vous pouvez travailler en français. Il faut rappeler ça. C'est important, quand on lit le début de votre chapitre sur l'archive, d'essayer de comparer ce qu'on a en français et en anglais. Hein. On ne peut pas oublier que en français, on avait de l'avance. Hein. Le TLF, le Trésor de la langue française, avait été lancé sous le général de Gaulle, pour le dictionnaire du Trésor de la langue française. On a commencé à numériser des textes qui, bien avant, enfin ça faisait partie des projets gaullistes, hein, comme le Concorde ou le paquebot France. Il y a eu beaucoup de gaspillage, beaucoup de catastrophes, mais il y a eu de grandes réussites. Et le TLF en est une. Hein. Nous avons cette base de données. D'ailleurs, je trouve que vous n'utilisez pas beaucoup les bases de données de langue. En anglais, il y en a de très très riches, et vous ne les utilisez pas beaucoup. Mais bon, parenthèse sur la situation française, vous montrez que entre l'archive et le corpus sur lequel vous pouvez travailler, il y a vraiment une disproportion qui reste considérable. Et puis, entre ce que vous appelez l'archive et le canon, le canon, ce sont les textes pour vous qui sont chez Chadwick Illey, qui ont été recueillis, une série de romans considérés comme représentatifs. Au fond, c'est à peu près ce qu'était notre TLF, hein, où on avait fait une base de données de la littérature française très marquée, très concentrée initialement sur le 19e siècle. Hein. C'était le 19e, c'était la même chose. Depuis, ça s'est étendu des deux côtés. C'est le canon. C'est le canon, alors c'est très utile. Et alors là, l'analyse que vous faites est, à mon sens, très intéressante, puisque ce que vous arrivez à montrer, c'est des évolutions qui sont assez significatives. Je prends ce tableau ici, c'est le roman anglais à partir ce que vous avez de plus large comme corpus. Hein. Donc ce n'est pas l'archive, puisqu'on en est très loin, mais c'est le corpus le plus étendu. Et vous montrez cette baisse tendancielle des valeurs abstraites dans le roman. Ça, c'est un beau résultat. Et puis c'est un beau résultat qui est confirmé lorsqu'on passe de l'archive au canon, puisqu'on voit qu'en gros, la courbe est la même. Et alors, je ne sais pas, là, on se demande toujours si on peut faire totalement confiance, mais au fond,
le canon est en avance de 15 ans sur l'archive. Ce qui est intéressant, ce qui voudrait dire qu'il y a quand même une avant-garde dès 1800, une sorte de littérature qui va de l'avant, qui propose des modèles, des patterns, comme vous dites, et puis que ces patterns ensuite se généralisent. Alors là, il y a dans ce chapitre, c'est ça qui m'a paru intéressant, un certain nombre de résultats qui justement sont ce que j'appellerais contre-intuitifs. Et le résultat qui est notamment contre-intuitif, c'est celui que vous développez sur l'abstraction relative, ou en fait la difficulté relative de la littérature canonique et de la littérature oubliée. C'est très intéressant de voir que la littérature canonique, celle que nous avons retenue, que nous lisons encore, et au fond, évidemment on ne peut pas généraliser, mais on peut quand même dire qu'elle est globalement plus facile que la littérature oubliée, que la littérature perdue, inconnue aujourd'hui. Et ça, c'est tout de même un résultat intéressant. Bon, généralisable, je n'en sais rien, mais en tout cas, c'est une hypothèse intéressante, montrant, et alors là aussi, c'est un résultat très intéressant, qu'au fond, la densité d'oralité dans la littérature canonique est supérieure à la densité d'oralité de la littérature oubliée. Au fond, que dans la littérature canonique, il y a un jeu entre savoir, puisqu'il y a du savoir dans cette littérature canonique, entre savoir et buffer oral, dialogue, qui la rend beaucoup plus digeste que la littérature oubliée. Ce sont des résultats qui, d'une certaine façon, sont assez contre-intuitifs, où on penserait que c'est une littérature populaire, facile, qui est simplifiée, qui a été perdue. Et vous montrez que c'est pas généralement le cas, mais c'est une littérature, au fond, souvent plus prétentieuse du point de vue de sa densité de savoir, et vous utilisez un indicateur. Alors évidemment, il faudrait toujours lire le fine print des bas de page pour voir comment ces indicateurs sont calculés. Et là, je n'ai pas eu le temps de m'appesantir trop pour voir si je donnerais mon accord au calcul de ces indicateurs, mais il y a cet indicateur qui est évidemment très intéressant, c'est celui que vous appelez le ratio type-occurrence, type occurrence RTO, ou TOR en anglais, je suppose, type occurrence ratio, qui est un indicateur au fond, de redondance dans un roman. Et vous nous montrez que ce ratio diminue au cours du siècle. Et évidemment, ce ne serait pas le cas du roman français. Quand on pense au roman des Goncourt, à Huysmans, il n'y a plus beaucoup de redondance. Et où aujourd'hui, il faut une note à chaque mot, parce que, comme pour les romans difficiles. Et en revanche, dans les romans qui font partie du milieu de votre courbe, qui sont du milieu de... Si on met en abscisse la popularité et en ordonnée la canonicité, ce sont ceux qui sont vers le milieu, qui sont les romans qu'on lit encore. Et ces romans-là, eh bien, vous montrez que ce ne sont pas du tout les plus difficiles. Ce ne sont pas les plus faciles, ce ne sont pas non plus les plus difficiles, et qu'ils ont une redondance moyenne. Alors là aussi, c'est intéressant de voir quels sont les outliers. Alors, vous donnez ceux qui ont la plus longue phrase abstraite, et puis on a Adam Bede, qui est lui aussi assez exceptionnel.
Bien sûr, je disais, il faudrait relire tout le fine print pour voir si on est d'accord avec le calcul de ce type occurrence ratio ou de ce que vous appelez l'indicateur de redondance. Si on a off the, c'est plus redondant que si on a off no. C'est un indicateur, mais il faudrait les voir tous pour voir si on peut être d'accord. Je voudrais terminer en évoquant alors le dernier chapitre, cette conclusion que tu signes tout seul. Hein. Oui. Tu signes tout seul, qui s'appelle Tram, et qui porte justement sur cette question de la place de l'interprétation, hein, de l'émergence des régularités. Hein. Il faut observer des régularités, hein, avec de l'analyse en composantes principales non supervisée, ce que donne le calcul, ce sont des chiffres, il faut observer des régularités. Et ces régularités, a priori, elles ne signifient rien. Donc il faut leur donner du sens et regrouper donc ce que l'on peut... Il faut interpréter. Il faut interpréter. Et il faut interpréter, trouver en fait des cohérences. Donc au fond, on retrouve bon, à ce moment-là, on est obligé de lire les livres. Hein, jusque-là, on n'est pas obligé de les lire. C'est le distant reading. Hein. On peut se passer de les lire. Mais là, il y a un moment tout de même, il faut lire pour essayer de comprendre le sens des régularités. Et alors là, tu fais un petit essai qui est encore un peu embryonnaire. In progress. Oui, in progress, parce qu'il est un petit peu rudimentaire, mais il est là, l'interprétation, et tu soutiens, et je suppose parce que ce sont des objections qui ont été faites, et donc tu veux y répondre dans le dernier chapitre, toi-même, parce qu'on a dit, ben oui, il n'y a plus d'interprétation. Il n'y a plus d'interprétation, il n'y a plus que le repérage, on fait tourner la machine, on ne lit plus les livres, et c'est la meilleure critique littéraire. Nous, pauvres idiots qui n'avons lu que 200 livres, nous ne valons rien à côté de l'ordinateur qui en a lu 200 000. Et alors là, bon, comme le meilleur moyen de se défendre, c'est d'attaquer, tu t'en prends à Chris Anderson et à un rédacteur de Wired qui assure que les corrélations suffisent et qu'il ne faut plus s'intéresser aux causalités. Et le dernier chapitre est de manière très intéressante une défense de l'interprétation des causalités, c'est-à-dire de l'explication des patterns, des régularités, ce que tu appelles trames dans ce chapitre, explication des trames, essayer de comprendre. Tu dis, les algorithmes, je cite, parce que bon, je suis d'accord avec ça, les algorithmes produisent de nouveaux objets, c'est vrai, mais la compréhension de ces objets est toujours du ressort de l'herméneutique. Alors l'exemple peut être un peu rudimentaire, mais en vérité, ce qui est sauvé ici, c'est la nécessité de la critique, hein, de notre métier, de l'interprétation, et de trouver des explications à ces régularités. Les corrélations ne suffisent pas, et tu voudrais au fond refaire de la grande histoire littéraire, puisque les causalités, ce sont des causalités qui sont à l'échelle de l'histoire littéraire du siècle, hein, de tout le 19e siècle. Donc ça, l'objet finalement, c'est de réécrire une histoire littéraire sur la base d'un corpus non canonique, mais qui comprendrait idéalement l'ensemble des textes publiés dans le siècle. Bon, évidemment, c'est très lansonien, comme projet. Hein. Si Lanson avait eu tous les textes dans son téléphone portable, il aurait fait des prodiges. Mais on voudrait avoir une histoire littéraire du siècle à la fin, et c'est ça que tu annonces. Oui. C'est ça que tu annonces, une histoire littéraire. Alors là, il y a le rudiment, puisqu'on montre qu'il y a une sorte de concentration d'un côté sur l'espace,
et de l'autre côté sur les sentiments, hein, un type de phrase qui va vers l'espace, un type de phrase qui va vers les sentiments, et une évolution au cours du siècle de cette pondération. Oui, c'est intéressant. Encore une fois, le problème, c'est la place de l'intuition dans cette affaire. Et moi, j'ai tendance à penser que là où ces démarches sont intéressantes, c'est lorsqu'elles sont contre-intuitives. Elles détruisent nos intuitions et ce qu'on croyait savoir. Mais je reconnais qu'il y a une étape au cours de laquelle il faut confirmer le logiciel et donc voir que tout ça confirme ce que l'on a toujours dit, ce qu'on a toujours pensé de cette littérature. Voilà, donc j'ai lu ça avec grand intérêt, je dirais, surtout le début et la fin, hein, cette extension du genre reconnu dans la phrase au travail sur le corpus entier et sur l'évolution du roman anglais au cours du siècle. Alors j'aimerais bien maintenant qu'on puisse faire la même chose sur le roman français, hein, mais je pense que l'histoire n'est pas la même. Je pense que l'histoire n'est pas la même, mais ce sont des intuitions, justement, qui demandent à être contrebattues par les informaticiens.